j'ai choisi ce sujet parce que je pense qu'on arrive à un moment critique, qu'on est déjà arrivé dans ce moment critique, mais actuellement ça devient très pertinent parce que avec cette histoire de virus, on est tellement éloigné maintenant de ce qu'on mange et la production de ce qu'on mange, on perd le fil. Et ce fil, il est extrêmement important. Le corps, il est connecté de partout par des récepteurs dans notre environnement. Et on n'est pas du tout en lien avec cet environnement. Il y a très peu de gens de nos jours qui sont capables de produire à manger le long de l'année. Les gens n'imaginent pas qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail, en termes de ressources, en termes de temps. On est tous devenus attitulés à un système qui est tellement complexe que pas seulement on a coupé les liens avec l'environnement, mais on a coupé notre autonomie, si tu veux, notre pouvoir d'agir. Il y a très peu de gens qui sont en capacité d'avoir suffisamment de terrain pour se nourrir à la longueur de l'année, et même une partie de l'année. Alors, ce que je constate, c'est que tout le monde sait qu'il y a une extinction énorme qui est en train de se passer, la 6e extinction, et que cette extinction, le parti invisible de ça, c'est l'extinction qui se passe à l'intérieur de nos intestins. Et ça, c'est très grave parce que cette microbiote est notre bouclier, notre premier bouclier, ça et les poumons, contre tout intrus. Alors les virus qui soient des vrais virus ou des virus trafiqués, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce problème est un vrai problème pour le système immunitaire humain parce qu'on n'a plus du tout de défense. Il y a des endroits aux États-Unis, par exemple, où il y a une grande partie, il y a des micro-organismes intestinaux qui n'existent plus, carrément absents, et qu'il faut re-injecter ou remettre dans l'organisme pour pouvoir faire fonctionner. Et ça, c'est il y a les bébés qui sont nés sans ces organismes parce que leurs mères n'ont plus ces organismes. Et c'est des organismes qui sont vitaux pour la survie de l'enfant. Alors c'est pas étonnant qu'on est démunis en face de toutes les choses qui affligent le système immunitaire. Il y a aussi des personnes qui parlent, il y a des livres entiers écrits sur les résultats des années d'utilisation d'antibiotiques, qui est aussi très grave, qui apparemment sera la cause de l'obésité, parce que ça... n'en parlons pas des pesticides, parce que les pesticides changent le don dans les systèmes endocrines et fait que le corps, il ne sait plus se régler. Alors peu importe ce que tu manges, tu vas grossir parce que tout est déréglé. Bon, ça c'était déjà avant le virus, mais maintenant on comprend que ces gens-là, c'est les premières victimes de tous les agressions qui viennent de l'extérieur. Alors on parle de terrain, beaucoup en permaculture, on parle du terrain du sol. Et moi j'ai envie de vous parler du sol et le sol intérieur à nos intestins. Et c'est quelque part le même combat, c'est le même. Il y a des liens entre les deux qui sont très importants et qui sont même qui se nourrissent entre eux. C'est-à-dire les bactéries et les virus qui sont sur la surface des plantes qu'on mange vont alimenter un microbiote. Et si c'est bien fait, si le fœtus a eu tout ce qu'il faut pour mettre ça en route, et le bébé a accès
à toutes les parties extérieures qui vont alimenter ça par la suite pour mettre en marche le système, ça va bien. Le système immunitaire il va être fonctionnel. Et si il n'y a pas ça, on est ouvert à toute attaque, si tu veux, extérieure. Parce que pas tous les virus, évidemment, pas toutes les bactéries sont bénéfiques pour nous. Il y a des gens qui pensent qu'on a, avec le vivant, une sorte de conversation entre nous et le vivant. Et cette conversation, elle se passe à travers des micro-organismes. Sur la surface des feuilles, par exemple, il y a des bactéries, et ces bactéries c'est eux qui vont permettre la plante d'adapter à nous. C'est-à-dire cette conversation avec la nature, c'est une sorte de bio-ingénierie de l'origine. La plante, elle va avoir des microbes quand on le touche, surtout les plantes annuelles, qui va faire que nous, elle va s'adapter en fonction de nos besoins. C'est-à-dire elles peuvent devenir médicinales pour nous. Donc cette conversation avec le vivant est très importante parce qu'elle alimente notre corps avec ses défenses et nous, en contrepartie, tout ce qu'on redonne, qui repart dans la terre, va nous alimenter de nouveau. Alors il y a tout ce cycle de l'information qui sont données par les bactéries, soit par les mains qui touchent les plantes dans le jardinage, soit par tous nos déchets, tout ce qu'on mange, tout le compostage qu'on fait. Il y a le point délicat là-dedans, c'est le compostage du fumure humain, pour être sûr qu'il n'y a pas, que le cycle de parasitisme est cassé entre nous et les plantes. Ça, c'est très important. Actuellement, il y a des gens qui utilisent les déchets du toilette sèche sur les jardins, mais les biodynamistes sont assez réfractaires parce qu'ils pensent que si ça n'a pas passé à travers une deuxième espèce, les intestins de deuxième espèce en premier, ils peuvent avoir des éléments néfastes pour l'humain, notamment les parasites. Et on constate par exemple en Chine, il y a beaucoup de problèmes de parasitisme parce que les Chinois ont toujours utilisé les composts humains et des fois plus ou moins compostés pour leur jardin. Donc le mieux c'est d'utiliser cette fumure humaine sur des arbres fruitiers ou sur des pâturages des animaux. Sur les arbres fruitiers, il n'y a pas trop de problème dans la mesure que les parasites humains ne passent pas par les fruits, ils passent sur la surface des feuilles vertes en général. Et encore mieux si ça peut être à travers un autre animal. Le troisième chose qui est très compliquée maintenant, c'est l'omniprésence des antibiotiques. Et ça, c'est aux États-Unis vraiment un problème extrêmement difficile. Il y a des antibiotiques partout, même sur des pommes qualifiées de biologiques. On passe les antibiotiques sur le pot des pommes pour qu'ils ne pourrissent pas. Donc, c'est très difficile de se retrouver dans cette problématique de ce qu'on mange. Il y a tellement le cheminement est tellement long et les processus sont tellement compliqués, on n'imagine même pas par où c'est passé. J'ai récemment parlé avec quelqu'un qui travaille sur les barges, dans les canaux pour le transport de nourriture. Il avait entendu une histoire comme quoi un produit qui est mis dans les soutes pour protéger la nourriture, qui est très dangereux et qui se disperse dans l'air, et finalement quand ils ouvrent, c'est plus dangereux, c'est soi-disant plus de tout dangereux, que ça avait tué ou vraiment endommagé le personnel sur le bateau,
parce que ça avait mal fonctionné. C'est des espèces de pastilles qu'on met, qui dispersent. Et quand ils ont ouvert le soute de bateau, les gens ont fini par respirer cette phosphine, je crois que c'est une arme de guerre en fait, la phosphine. Hein. On utilise ça sur les bateaux pour garder la nourriture intacte. Mais ça c'est un exemple parmi des milliers de tout ce qu'on mange est complètement assujetti à ces produits chimiques, même biologiques, tous les fruits irradiés. On ne se retrouve plus, si tu veux. On ne peut plus faire confiance à cette chaîne alimentaire qui est de plus en plus accaparée par des grands organismes qui achètent tous les petits et qui font des lobbying pour changer les normes, si tu veux, pour dire que tant de OGM, c'est cool, ça peut passer. À mesure, tout ce qui est bio se dilue. Je pense que c'est une très grande raison de commencer à cultiver partout où on peut, vraiment en collectif ou sur les balcons, n'importe où, rien que pour reprendre ce contrôle de cette partie de notre vie qui est tellement, qui nous enclave tout. C'est intéressant que les premiers, je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle Homo domesticus, vous connaissez? C'est intéressant parce qu'il décrit, c'est un Américain politologue anarchiste qui décrit les premières villes-États. Il dit qu'ils étaient construits dans les lits des rivières parce qu'il n'y avait pas de chemin et que c'était des personnes qui enfermaient les autres personnes, c'était des esclaves de guerre qu'ils enfermaient dans les villes-états. Les murs servaient à enfermer des esclaves pour pouvoir travailler les champs. Pourquoi? Parce que les céréales, c'est quelque chose qu'on peut facilement quantifier et enlever un peu et laisser un peu. Donc, toute notre civilisation est basée sur depuis 10 000 ans, hein, sur cette trafic, si tu veux, les ouvriers, les classes qui gouvernent et cette accaparation de l'énergie par ces deux classes, la clergé et les classes qui gouvernent. Donc, nous, principalement, maintenant, la base de ce qu'on mange, c'est les céréales et les fromages, parce que ça, c'est des choses les plus faciles à stocker, à exploiter, à garder de côté. Vous avez vu qu'en Égypte, quand il y avait les crises de pain, il y avait des céréales, mais les gens, ils n'avaient pas accès, parce que les gens qui tenaient ça de côté pour faire augmenter les prix. Donc c'est tout un jeu qui est rentré dans un champ économique où ce n'est pas la vie des personnes. Je pense que ça n'a jamais été la vie des personnes qui comptait, c'était plutôt comment on peut faire de l'argent avec cette commerce de nourriture. Alors, pour reprendre le contrôle de ça, c'est très important que tout le monde puisse avoir un minimum de gestion sur ses ressources alimentaires. Et le jardinage, c'est le meilleur moyen de le faire, parce qu'on ne peut pas spéculer sur les légumes, de la même manière qu'on peut spéculer sur le blé, on peut spéculer sur le cours de viande ou les laitages, on ne peut pas les transformer, garder de la même manière. Donc, c'est des produits frais en fait. Les produits des arbres et les produits du jardin, c'est des choses que non seulement nous permet d'avoir ce contact avec cette alimentation de notre microbiote par des choses qu'on touche, qu'on soigne, etc. Cette conversation avec le vivant, mais c'est aussi quelque chose qui nous rend notre autonomie alimentaire, si tu veux.
Ouais, je pense que je voudrais aussi parler plus concrètement comment on fait ça. Une des choses, une des moyens de faire, c'est de redéfinir ce qu'on faisait ce matin, tu vois, ce qui est l'agriculture. Est-ce qu'on fait de l'agriculture comme on l'a fait depuis 10 000 ans, ou est-ce qu'on reformule cette conversation avec le vivant? Comment on peut changer notre interaction? Bon, on est dans un stade, je pense, de transition. Ce qu'on a parlé ce matin de régénération des sols, c'est des stades qui sont intermédiaires. Je pense qu'on arrivera à un stade où on est beaucoup plus en lien intuitif avec notre environnement. Mais pour l'instant, il faudrait qu'on repart à la base et qu'on repart avec des moyens et des outils qui sont anciens et qui sont dans une tradition agricole qui est en train de disparaître dans 2 générations. Avec les supermarchés et le commerce mondial, il a pratiquement disparu, tout ce savoir. Les gens, la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas faire quoi que ce soit pour se nourrir. Et pourtant, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents se nourrissaient pratiquement seuls sur une exploitation. Même s'il y avait des circuits avec les villes. Ouais, il y a plein de choses différentes. Même l'électromagnétique, je pense que c'est aussi une influence qui est très néfaste et qui est en train d'influencer le vivant de manière qu'on n'imagine pas. On commence à être électrosensible. Il y a de plus en plus de gens qui sont électrosensibles. Et seulement la proximité des arbres, par exemple, nous protège de ces ondes qui sont maintenant très néfastes pour le vivant. On va être amené à se réfugier dans les bois pour y échapper, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Je pense que c'est vraiment un truc... quand on comprend que les cellules communiquent entre eux avec une décharge électrique, tu peux comprendre que l'intensité de ce qui est en train de se passer autour de nous perturbe tout le système, pas seulement le fonctionnement du corps, mais aussi le système immunitaire. Il a une influence sur le système immunitaire, carrément. À mon avis, hein, je ne peux pas le prouver, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là pour démontrer ça. Souvent, malheureusement, la science a du retard par rapport à l'intuition. On sait que quelque chose n'est pas bon, mais ça prend des années et des années de recherche pour rattraper ce qu'on sait déjà. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais moi ça me saute aux yeux tout le temps. Et des fois, il vaut mieux se fier à cette intuition que d'écouter la science. Et l'autre chose, bien sûr, ça on le sait depuis longtemps, c'est tout ce qui est Roundup et tout ça. La réaction actuelle, c'est parce que c'est le Covid, on va reporter les contrôles sur les nicotinoïdes, les Roundup et tout ça. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce qu'en simplifiant le système, en éliminant des choses, on élimine aussi les possibilités du super système d'agir dans sa totalité. Parce qu'on a besoin de tous les constituants de ce système pour trouver des solutions. On ne peut pas trouver des solutions si on élimine tous les acteurs. C'est comme nous, tant qu'il y a des cerveaux, tant qu'on a une richesse et des idées, des savoirs pour avoir des solutions. Mais quand on est tout seul, on est démuni en face de ça. C'est exactement la même chose dans l'agriculture. Quand il y a une simplification du système, la nature ne retrouve pas des solutions pour se défendre. Alors je vais énumérer quelques choses plus concrètes qu'on pouvait faire en face de ça. Plus ou moins concret, parce que tout le monde n'est pas dans une situation où il peut agir de la même façon. Mais
évidemment, autonomie, c'est très important, et aussi interconnexion. Comme je disais tout à l'heure, il faut garder cette conversation entre nous et la nature et œuvrer vers l'autonomie. Et copier aussi sur la nature, parce que la nature, elle va nous donner quelque part toutes les réponses. Je parlais ce matin d'une expérience qui était faite en Angleterre, qui s'appelait wilding, ensauvagement, où ils avaient fait rentrer sur une propriété plein d'espèces d'herbivores différents et qu'ils ont retrouvé tout d'un coup que ces herbivores amenaient avec eux toute une planète, tout un écosystème qui leur était propre, c'est-à-dire les microbes, les virus, les petits reptiles, les oiseaux. Et ça, pour le coup, c'était un enrichissement de l'écosystème, une biodiversité beaucoup plus accrue parce que chaque animal avait son propre entourage. Donc il faut toujours chercher à complexifier et copier à la nature. Et ça va nous fournir avec des adaptations qui sont plus intéressantes. La domestication de la plante et l'animal, c'est ce qu'on peut appeler des symbioses entre espèces. À sa meilleure, c'est un symbiose. À son pire, c'est un esclavage. Quand c'est un esclavage, c'est comme ils avaient fait avec les premières villes-États. Ils avaient regroupé des gens pour les attuteler. Et nous, on fait la même chose avec les animaux. Donc, quand on essaye d'utiliser les animaux d'une manière beaucoup plus... où ils deviennent, eux, beaucoup plus autonomes, on rend, nous aussi, aux humains, notre autonomie. Mais on doit fonctionner avec eux. Et c'est très important de les réincorporer dans notre vision du vivant. Même si on ne veut pas les manger, de trouver la manière de coexister pour qu'ils aient leur place aussi. Très important aussi, c'est de regarder les schémas organisationnels. On parle toujours de motifs en permaculture, mais de lire le paysage, apprendre à lire le paysage. Ça, on a complètement oublié comment lire le paysage. C'est quoi ce que tu vois devant toi? Où coule l'eau dans ce paysage? Où est-ce qu'elle ressurgit? Ça, c'est tous des choses qui sont écrites. C'est de l'information qui est inscrite autour de nous et que plus personne sait interpréter. Quel genre d'arbre indique quel genre de sol? Quelle topographie, dans quelle topographie? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une pluviométrie régulière, irrégulière? Toutes ces informations qui nous échappent complètement. On regarde le paysage en tout sa beau, mais on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Et ça, c'est toute une relecture à faire aussi. Concrètement aussi, c'est, comme je disais, remettre les animaux dans les paysages, remettre les arbres dans les champs, remettre les gens dans le jardin, c'est-à-dire se réinsérer dans la nature. Développer la rusticité, mais des animaux et des personnes. Utiliser les animaux de notre manière, pour l'entretien, pour le transfert de fertilité, comme on le faisait avant, tu vois, mais pour la traction animale, mais les incorporer dans notre fonctionnement, même si c'est des poules ou des vers de compostage ou n'importe quoi, c'est des services gratuits de la nature. Et c'est très important de refaire ce lien avec le monde animal, nous aussi on est animal. Ça nous apprend tellement de choses sur l'humain. Je peux te dire qu'avoir gardé des brebis pendant 25 ans me fait comprendre énormément de choses sur notre comportement humain, pour le bien et pour le mauvais. Il faut favoriser l'autonomie des arbres aussi, des arbres nourricières, d'une manière qu'eux, ils poussent sans des interventions. Quand on voit une plantation de pommiers dans le coin, c'est absolument énorme les ressources qui vont dans cette plantation. C'est juste, tu vois, un voile de plastique partout. Mais les arbres qui sont autonomes, ils ont choisi l'endroit où ils poussent. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de soins.
encore une fois, rechercher cette autonomie des végétaux et avoir cette connexion avec eux pour comprendre qu'est-ce qu'il leur faut, dans quelle mesure ils peuvent être complémentaires et autonomes. Et remettre les humains dans leur milieu naturel. Alors c'est très important. Si vous avez un jardin, je vous conseille de vivre dans votre jardin dans la belle saison. Parce que vivre dans le jardin, c'est un autre rapport avec les plantes que vous mangez. Et dormir là, se réveiller avec la lumière, se coucher avec le soleil, etc. C'est vraiment un autre aperçu de la nature. Et c'est notre connexion avec ce que vous mangez. Quand les choses sont mûres à l'arbre, vous allez les manger à l'arbre. C'est un trip, c'est totalement différent que quand vous allez les acheter dans une coop bio. Et c'est aussi voir quels autres animaux partagent ces récoltes avec vous, mais être là pour les partager. Parce que si vous n'êtes pas là, les baies, les cerises, c'est fini. Les oiseaux, si vous êtes dans un milieu qui est saine et diverse, ils seront très vite partis. Alors, fais ce qui marche et mange ce qui pousse. Alors ça, on a complètement perdu de vue. Tout le monde fait des recettes. Quand vous avez un jardin, eh bien, ma foi, vous mangez ce qui est là. Au moment qu'il est là, il est frais, il est au point. C'est très important parce qu'il a sa meilleure. Et c'est très important aussi pour les fruits, parce que les fruits, on ne peut pas avoir des fruits mûrs dans une biocoop de la même façon qu'on peut les avoir mûrs quand on la récolte à l'arbre. Une pêche qui est chaud, qui est mûrie au soleil, c'est complètement autre chose qu'une pêche que vous avez, qui a été cueillie, pas mûre, etc. D'ailleurs, elle ne mûrit pas. Et les feuilles vertes, réhabiliter les feuilles vertes, parce que les feuilles vertes ont des oméga-3 et c'est des plantes. Je pense, avant, on mangeait plusieurs kilos de feuilles vertes par jour. Et maintenant, on n'en mange pratiquement plus. Quelques feuilles, malheureuses feuilles de salade à côté du reste, mais les plantes vertes, c'est une source très importante de beaucoup de vitamines et oméga-3, de chlorophylle, de plein de choses qu'on a besoin. Et on ne peut avoir des choses propres que quand on jardine. Parce que maintenant, quelqu'un m'a raconté hier, je ne sais plus qui c'était, qu'il avait acheté c'était pas une salade, c'était un épinard qu'ils avaient acheté dans Biocoop. Et après, comme il travaille dans un labo, elle a testé et c'était plein de plomb. Et c'était de l'épinard bio, dans un Biocoop. Alors, il faut comprendre quelque chose, tu vois. Je pense que si tu fais ton propre jardin, c'est des choses que tu as plus de contrôle sur ces choses-là. On ne peut pas faire confiance au circuit alimentaire. On ne peut plus faire confiance. Bon, il faut vraiment, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais éviter les pièges de la fondamentalisme et la polarisation. Ça, c'est très important parce qu'en ce moment, c'est très très compliqué, mais dans la totalité de ce qu'on vit, c'est très important. Alors, respecter les processus de la nature, parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent la nature fait des choses, on ne comprend pas, on essaie de simplifier, on veut faire mieux, et pourtant la nature, elle a trouvé des meilleurs moyens depuis des milliers d'années à faire des choses que nous, on pense toujours pouvoir faire mieux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et quand on regarde et on écoute, et l'écoute, c'est quelque chose qu'on a perdu aussi l'habitude de faire. On est toujours en train de parler, mais écouter, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Alors quand tu es dans la nature, quand tu es dans ton jardin et tu écoutes, il y a une multitude d'informations qui va vous venir juste par le fait du silence et d'arrêter le blablabla dans la tête, quoi. Je pense que le jardin, ça sert aussi à ça. Ensuite, je voulais donner quelques idées pour régénérer les intestins. Bon, bien sûr, éviter au possible les produits industriels, hein, ça on le sait, mais comme je disais, même des produits frais, on ne sait pas. Dans le livre que je viens de lire sur les antibiotiques, la personne qui l'a écrit avait mangé une pastèque en Inde.
Et il est revenu aux États-Unis avec une sorte très grave de typhoïde, parce qu'en Inde, on injecte les pastèques avec l'eau de la rivière pour gonfler le poids. C'est vendu au poids. Alors même les produits frais dans le tiers-monde, on ne sait jamais à quoi c'est fait, parce que la chasse à l'argent fait que les gens sont portés à augmenter le poids pour pouvoir avoir un peu plus d'argent. Éviter la proximité des antennes. Et beaucoup de gens ne sont pas encore sensibles à ça, mais je peux te dire que les animaux le sont. Et que maintenant, il y a des élevages qui doivent changer le positionnement de leur bâtiment, parce que le positionnement des antennes ne prend pas en compte les failles dans la terre, et les vagues de courant électromagnétique arrivent sur les bergeries et les animaux deviennent fous, tout simplement. Et il faut les changer de place ou faire des ajustements avec la géobiologie. Des fois c'est possible, mais c'est quelque chose de très important de ne pas s'exposer plus qu'il faut là-dessus. Bon, bien sûr, acheter des producteurs que vous connaissez, que vous avez un rapport avec. Ça c'est très important, parce que ce rapport humain va changer tout. Vous allez savoir quelle pratique, vous allez savoir quel bouquin ce monsieur ou madame lit, parce que ça c'est, les gens font des contrôles sur le bio, mais ils regardent les chiffres dans l'ordinateur de qu'est-ce que vous avez acheté, mais c'est très facile à cacher de toute manière. Ce qui sera plus important, ça sera regarder quels livres sont sur les étagères, parce que les gens ont des Français qui suivent, et ceux qui font de la bio pendant 5 ans pour avoir des primes, et après ils reviennent dans l'autre système. Il faut vraiment avoir ce contact personne à personne. Nature et Progrès est très bien pour ça, parce qu'ils organisent des tournées producteurs, consommateurs, vous connaissez sûrement. Trouver les sources d'eau locales et récolter l'eau dans les récipients en verre ou en inox, pas en plastique. Parce que le plastique, on est en train de... Bon, on a déjà plein, mais l'eau, c'est pas une façon de garder l'eau. L'eau, elle va bouffer le plastique, elle va avoir encore plus de plastique dans le corps qu'il y a actuellement. Et les filtres, il y a des filtres très efficaces maintenant, très simples, avec des bougies en céramique et en charbon. Vous le connaissez aussi peut-être, mais c'est très important, les récipients, de stocker l'eau dans les récipients en verre ou en inox, si vous les stockez en cave. Bon, bannir les casseroles, les plastiques dans la congélation, les casseroles en inox, en alu, le micro-ondes, le téflon, ça je pense que tout le monde le sait déjà. Sensibiliser à vos réactions du corps, parce que le corps est un instrument de mesure. Et quand vous mangez plus simplement, plus proprement, pendant un certain temps, votre corps va vous avertir quand il y a quelque chose. Quand il y a un déséquilibre quelque part, vous allez le sentir. Moi je pense que plus qu'on entretient ces trucs de pollution ambiant, moins on est sensible, on a une accoutumance à ça. Et c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est très important, parce que des fois c'est seulement notre corps qui va nous avertir que quelque chose n'est pas bon. On ne peut pas savoir d'où ça vient. Il y a différentes méthodes aussi. Si vous utilisez le pendule, des fois ça marche. Bon, ça peut tromper aussi, hein, mais il y a différentes méthodes. C'est juste une méthode où le corps il réagit à un produit que tu as devant toi. Toutes les méthodes sont bonnes. De tenir le produit contre le thymus avec le test comme ça, où on pousse sur le bras. Si on pousse et le bras résiste, ça va, et s'il tombe, c'est qu'il ne faut pas manger ça. Des fois, c'est la seule manière qu'on a de faire la différence entre quelque chose qui, a priori, est bon
Et on ne sait pas. Et réduisez vos dépendances sur les céréales, les laitages et les sauces tomates. C'est-à-dire, commencez à avoir un régime beaucoup plus dans votre entourage, hein, mais beaucoup plus d'aliments différents, des tubercules, des graines, des fruits, la châtaigne, le gland, les oléagineux. Juste retrouver beaucoup de variétés dans le régime. Alors, les cueilleurs-chasseurs avaient une variété extrêmement large dans leur régime, et c'est ce qui va le mieux, qui correspond le mieux à notre santé et notre microbiote. Alors j'ai déjà dit ça, donnez priorité aux récoltes arboricoles dans vos jardins si vous pouvez, hein, parce que c'est là où c'est le plus frais que vous en profitez le plus, mais si vous ne pouvez pas, dans le voisinage, dans la cueillette à proximité. Aussi savoir que toutes ces plantes que vous ramassez autour de chez vous, vous êtes dans le même écosystème, donc vous partagez quelque chose de très important. Et je pense on est tellement loin de ça maintenant, on est tellement coupé de ça, mais je pense que c'est très important de reconnecter avec cette microbiologie autour de nous. Et pratiquer la flexibilité dans votre attitude, c'est-à-dire manger ce qui pousse, qui est frais chez vous en ce moment, cru quand c'est possible. Apprendre à faire la cuisine, c'est quelque chose d'hyper important. Plus personne sait accommoder les choses qui sont peut-être difficiles à manger ou compliquées, où il faut transformer un petit peu. Ou la cuisine crue aussi, c'est très bien. Mais il y a des petites astuces pour faire que ça soit plus digeste, plus assimilable. Il y a beaucoup de gens maintenant qui n'arrivent pas à digérer le cru. Mais c'est des choses, des apprentissages qui ne sont pas très compliqués et qui va vous permettre d'utiliser les ressources pendant qu'ils sont là, à l'époque qu'ils sont frais chez vous. Et apprendre à conserver les éléments pour les périodes de disette, la stérilisation, la congélation, lactofermation, séchage, ou bien juste stocker dans les bonnes conditions. Et pour ça, récolter les bonnes journées, dans la bonne lune, et tout ça, c'est des savoir-faire ancestrales, hein, on les trouve dans les calendriers biodynamiques. Ça fait une grosse différence par rapport au sucre dans la plante, dans les racines et dans les fruits. Et le sucre va permettre ces plantes de se stocker plus longtemps en meilleures conditions. Nous, c'est arrivé de garder des pommes 1 an. À la fin de 1 an, et ce n'est pas dans un frigo. Alors on peut les manger, ils sont moins d'être aussi bons que dans les premiers mois, mais ils sont encore comestibles. Alors si vous choisissez le bon moment du récolte, vous pouvez garder de les bonnes conditions de stockage, c'est possible de garder des aliments très longtemps. Alors refaire le lien entre ton biotope intestinal et le biotope intérieur, j'ai déjà évoqué ça. Le biotope intestinal, en général, il reste toujours stable. Chaque personne est différente, hein, c'est un écosystème que vous avez dans l'intestin. Et chaque écosystème est unique. Mais ça a déjà été démontré que si tu manges pendant longtemps, ça peut faire des micro-changements si tu changes ton régime pour rééquilibrer ça. Bon, quand tu changes de nouveau de régime, ça va changer. Mais en général, c'est possible de changer ça avec une alimentation qui est saine. Et je pense que c'est le moyen le plus accessible et soutenable pour l'individu d'avoir un point de levier. Je pense que nos microbiomes, ils ont toujours évolué comme ça, donc ça a des milliers d'années d'expérience. Alors l'autre chose que je voulais parler, c'est l'organisation sociale.
la société est organisée d'une telle manière que c'est très difficile pour nous de vivre ce que je viens de décrire, de vivre dans nos jardins, de faire et notamment parce que on a un bon moitié de notre société, et c'est les femmes, des femmes à la maison, qui sont pas reconnues, si tu veux, comme étant des travailleurs comme tous les autres. Donc il y a une bonne moitié de la population qui soutient un système qui est bancal à la base, mais qui n'est pas payé. Et qui est pas rémunéré, pas beaucoup de retraite, etc. Ça, c'est les mères qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leur jardin. Ça, c'est quelque chose qui est complètement Bon, ça peut être positif et ça peut être négatif, mais pour l'instant, ça soutient une société qui est... c'est pas normal que ces gens-là soutiennent quelque chose qui est bancal. Et c'est pas normal qu'ils ne soient pas rémunérés et pas reconnus. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer quelque part, dans la fondamentale. Et peut-être la meilleure façon de le faire, c'est de le faire, de se regrouper pour faire ça. Qui a un soutien à des personnes qui ne peuvent pas travailler, pour des mères qui ont des jeunes enfants, etc. Il faut penser à des astuces pour changer la structure de la société, pour permettre les gens de revenir dans cette relationnel avec la nature et pas être dépendant. Une autre manière, c'est de devenir paysan ou paysanne chercheur. Je crois que c'est un métier en devenir parce que ça raccourcit le boucle rétroactif positif et négatif avec l'écosystème, hein, c'est très important. Il est peu coûteux en énergie et ça engage pleinement les facultés d'écoute, d'observation et d'intuition dans l'expérimentation empirique. C'est-à-dire que vous êtes en train de le faire, vous voyez, ça a toujours passé comme ça avec les paysans. Les gens, ils ont travaillé, ils ont développé les semences, ils ont développé les méthodes de culture. Ce n'est pas les chercheurs dans les laboratoires qui ont fait ça, c'est les paysans. Alors il faut réhabiliter ce métier qui est un peu comme les femmes au foyer, hein, qui était depuis toujours très sous-estimé, sous-évalué, et l'utiliser pour venir plus loin dans notre conversation. Et ça nous fait gagner en autonomie et solidarité entre humains aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, ou des commentaires, ou des questions? Quand tu es intervenu sur les intestins, là, 50 cm. En fait, j'ai vu une émission, moi, ils ont montré qu'au même titre qu'on perd de la biodiversité à l'extérieur, du coup à l'intérieur c'était terrible parce qu'ils avaient comparé la matière fécale des anciennes tribus. C'est la première chose que j'ai dit. Ah pardon. Oui, des tribus originales, ils ont les cueilleurs-chasseurs. Oui. Non mais c'est vrai, c'est la partie du 6e extinction qu'on ne voit pas. Mais elle est en train de se passer et c'est vraiment dramatique. C'est dramatique pour notre bouclier immunitaire justement. Parce que c'est ça la première défense si tu veux, c'est les poumons et les intestins. Et quand on n'a pas ces bactéries, ces micro-organismes qui sont positifs, qui sont aggradantes, eh bien, on est complètement exposé à tout ce qui vient. On peut, si tu veux, c'est pareil sur la surface des feuilles des plantes. Quand il n'y a pas les micro-organismes, des bons micro-organismes, ce qui se passe, c'est que les mauvais peuvent prendre la place. Et quand c'est tout peuplé par des choses qui sont positives, aggradantes, après, c'est le principe de la biodynamie. Hein. Après, tout ce qui est autour n'a pas d'ouverture pour peupler. J'ai un point, Jessie, sur l'importance des graines et des plants. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on va acheter des plants, c'est souvent des hybrides et fins. Donc ça nous contraint. On ne peut pas garder les graines. Donc si je peux donner un conseil, faites gaffe, prenez des graines, gardez vos graines, il y a plein de tutos sur YouTube. Troquez des graines, diffusez des graines, parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de grands semenciers, 3-4 dans le monde, qui veulent le monopole des graines. Et la graine c'est au départ de tout.
Et donc si nous on fait le contraire, hein, on répand les graines, on en déplace, on en donne, on en échange tout ce qu'on veut, on les garde, c'est assez facile. C'est une sacrée liberté en fait. Oui, et c'est un protocole aussi, parce que c'est pas pour rien que les grainetiers ont pris cette monopole, parce qu'il y a des graines qui sont plus ou moins compliquées à garder. La meilleure chose, c'est comme je dis, si vous mettez en groupe pour faire ça, c'est beaucoup plus facile, parce qu'un peut garder une certaine variété là, un autre là-bas, etc. Parce que souvent les variétés s'hybrident. Et souvent aussi, c'est difficile et contraignant de faire toutes ces graines tout seul. Si vous avez une vingtaine d'espèces de plantes dans vos jardins, ça va être compliqué, surtout dans un petit espace, de pouvoir faire les graines et les garder et utiliser l'espace de manière efficace, etc. Donc le mieux, c'est d'être complice avec des voisins pour échanger certaines variétés et pour garder à tour de rôle les différentes graines. Mais c'est très important, effectivement, c'est un gros truc de l'autonomie, ouais. Ouais. Il faut bondir sur la conclusion, j'ai commencé à lire ce bouquin. Nous redeviendrons paysans. Ah oui. C'est écrit par Philippe Desbros, c'est lui qui a fondé la ferme de Sainte-Marthe. Ouais. Donc il vend justement des graines reproductibles, ça fait partie avec Coco Pellier et aussi Biogerme. Ouais. Et donc il a écrit ce bouquin en 1987, et là il vient d'être réédité. Il y a eu une préface de l'abbé Pierre qui a été faite. C'est passionnant parce qu'il commence en faisant une synthèse de toutes les recherches sur les origines de l'agriculture, les origines de toutes les plantes qu'on cultive, le maïs, le blé sauvage, les origines, comment ça s'est, comment ça s'est construit, tout ça. J'ai seulement commencé à le lire parce que je viens juste de l'acheter, mais voilà. Ça c'est voilà. Ils redeviendront paysans. C'est vraiment un bouquin. Voilà. Ouais. Et je vous conseille aussi Homus Domesticus parce que c'est une ouverture sur la politique de l'esclavage depuis 10 000 ans et qui continue maintenant et qui de plus en plus sournois quelque part de garder les gens en ville pour travailler, bon, c'est une sorte de... Oui. Hein? C'est une étude sociologique sur les origines de la civilisation, et où il compare les gens, les chasseurs-cueilleurs à l'origine, avec tout ce qui est venu depuis pour constituer ce qu'on appelle la civilisation. Mais en fait, c'est la civilisation, que ce soit les animaux domestiques, tout ça, qui sont tenus dans les granges. C'est un peu une miniature, ce qui se passe avec les gens dans les villes, au départ de la civilisation. Les murs des anciennes villes, les villes-États en Sumérie, c'était pour garder les esclaves. En fait, les gens qui travaillaient dans les champs, c'était des prisonniers de guerre. Et on allait à la guerre pour trouver des paysans et les mettre au service. Donc c'est intéressant de voir l'évolution de ça et comment on est arrivé où on est maintenant dans cette configuration. Parce qu'en fait, ça n'a pas changé depuis 10 000 ans. Et je crois que c'est grand temps que ça change. Comment il s'appelle? Homus Domesticus. Homus, H-O-M-U-S, Domesticus, l'homme domestique. L'homme domestique, il est aussi un écosystème. Il amène avec lui plein de variétés de plantes et d'animaux, les rats, les souris, les puces, les moineaux, les pigeons. Tout ça vient avec l'homme et fait partie de l'écosystème de l'homme sédentaire. Parce que l'homme qui est nomade n'a pas du tout le même accompagnement, si tu veux. Autre chose? On était tous nomades, hein? On était tous nomades. Une fois, on était tous nomades, oui. Il y a longtemps. Et c'est intéressant que les nomades, ils jardinent.
Les nomades, on dit, des gens, j'ai rencontré personne qui me dit maintenant je suis nomade, et j'ai dit bon, ben, est-ce que vous comprenez vraiment ce que ça veut dire nomade? Nomade, c'est une sorte de jardinage étendu, où on va dans des endroits et des lieux qu'on a semé une graine pour récolter après, dans une autre saison, un fruit. Donc c'est une sorte de jardinage étendu et sur une très grande surface. On amène les bêtes brouter là-haut et après on amène brouter là-haut, en même temps en bas. Après on fait une récolte de certaines baies, certains fruits. Et on sème par derrière et on récolte par la suite toutes les choses qu'on mange. C'est pas juste je suis nomade et je visite Intermarché en passant, quoi. Ou même le Biocoop. C'est vraiment une sorte de jardinage étendu. Et je crois que c'est assez important aussi, parce qu'on peut le faire maintenant aussi. On peut le faire dans les lieux privés, avoir des centres où les gens viennent pour une saison. Ils jardinent, ils récoltent ce qui est là en ce moment, ils laissent pour les autres et ils passent à un autre endroit. Il faut reformuler ces structures sociétales parce qu'on n'est plus du tout dans la même configuration. Et si on veut vivre sainement et libre, il faut reconfigurer la société en parallèle, à mon avis. Trouver des autres systèmes de le faire. Et je pense que si les nomades faisaient ça, s'ils avaient des points de repère où ils passaient d'une saison à l'autre, ça sera un bon début pour pouvoir partager ça et quand même bouger. Remanger des feuilles vertes, des fruits qu'on pousse soi-même. On ne peut pas dans un premier temps, il faut se lier avec des gens qui font localement et faire des échanges. Tu vois, tous les moyens sont bons, quoi. Ça prend du temps, tout ça. Mais dans la mesure qu'on peut, je crois que c'est vraiment urgent de commencer ce genre de choses. On peut plus jouer avec ça comme, tu vois, on fait quelques tomates l'été, quoi. Maintenant c'est sérieux, quoi.